Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre 19h dans lequel nous reviendrons ce soir sur le retour de Mansour Kamardine à Mayotte. Le député de la seconde circonscription s'est exprimé devant ses partisans lors d'une rencontre au conseil départemental. Les précisions en plateau avec Pierre Bellucci. Et puis nous parlerons de projets éducatifs et sportifs en fin de journal. L'association Unania organise un grand camp de vacances pour les 2 prochains mois. Le point avec nos invités de la rédaction, Enlarif Kamitou et Saïndou Malid, membres de l'association. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre JTM. Il y a moins d'un an, Abdallah avait assisté impuissant à l'abattage de son élevage à la suite d'une détection de plusieurs souches de salmonelle au sein de son exploitation. 11 mois après, il est en passe de se relever. Après plusieurs modifications et aménagements de sa propriété, l'éleveur a reçu une autorisation sanitaire pour importer près de 13 000 poussins. Le point en ouverture de votre journal. Élu le 18 juin dernier pour un second mandat en tant que député de la seconde circonscription de Mayotte, Mansour Kamardine est de retour sur le territoire. Après avoir voté pour la confiance au gouvernement, il a tenu à faire le point sur les grands chantiers qui l'animeront lors des 5 prochaines années. Interview au cours de cette édition. L'île possède 162 km de sentiers de grande randonnée et thématiques, mais a perdu il y a près de 10 ans son homologation grande randonnée, label national de renommée internationale. Depuis mars dernier, un travail est mené afin de réhabiliter les sentiers, de faire évoluer le tourisme et de créer des retombées socio-économiques liées à la pratique de la randonnée. Reportage. Souvenez-vous, il y a moins d'un an, un éleveur avait dû assister à l'éradication de son élevage. 12 000 poules pondeuses avaient été abattues à la suite de souches salmonelles détectées au sein de l'exploitation dans les hauteurs de Vaïbé. L'affaire avait fait beaucoup de bruit à l'époque dans le département. 11 mois après, Abdallah Mamadi renaît petit à petit de ses cendres. Après avoir accueilli 7 000 poules pondeuses au mois de mars dernier et après plusieurs mois de négociations et de médiation, l'aviculteur a obtenu une autorisation sanitaire pour importer près de 13 000 poussins d'un jour. Une bonne nouvelle pour la filière dans le département. Reportage. Pour Abdallah Mamadi, il s'agit d'une renaissance. Après une dernière inspection d'un vétérinaire mandaté par la DAF, l'aviculteur va pouvoir relancer son activité. 13 000 poussins d'un jour pourront être importés ce vendredi en provenance de métropole. Un soulagement pour l'éleveur. Un énorme soulagement même, parce que bon, il faut reconnaître que ça fait quand même 1 an que j'ai pas sorti un seul produit. Donc là, je vais pouvoir faire mon métier. Tout en sachant que il faut que je sois encore plus vigilant. Donc c'est un soulagement, même maintenant il faut que je fasse ce que je sais faire, mon métier. Voilà. Et pour relancer sa filière, de nombreuses modifications de l'exploitation ont dû être réalisées afin de répondre aux normes sanitaires. En 2016, 12 000 poules pondeuses de l'éleveur ont été abattues à la suite d'une bactérie salmonelle détectée au sein de sa propriété. Une période particulièrement difficile à traverser pour le producteur. C'est très difficile de tourner une boîte sans vendre un seul produit quand on n'a que ce produit-là qui fait tourner justement mon exploitation. Donc ce fut vraiment une année noire pour moi. Je tiens quand même à remercier le conseil départemental parce qu'ils m'ont accompagné. Je tiens à remercier ma famille autour ainsi que ma femme. À remercier la Comavi et tous ceux qui m'ont apporté leur soutien durant ces moments très difficiles. Pour la Comavi, il s'agit d'une belle victoire. La coopérative présente aux côtés de l'exploitant lance cependant aujourd'hui un appel aux autorités pour éviter ce nouveau type d'incident. On a pu réunir l'État et la collectivité pour qu'ils nous accompagnent à mettre aux normes nos bâtiments, mais nous constatons que l'État et la collectivité sont restés bouche bée. Donc on lance toujours cet appel et on s'est dit que ça coûtera moins cher à la collectivité s'ils nous soutenaient sur le vaccin salmonelle. Parce que comme ça s'est fait un peu ailleurs. La poule fait désormais son nid au sein de la ferme d'Abdallah Mamadi avec une nouveauté.
L'éleveur a décidé de se lancer dans l'élevage en plein air, une première à Mayotte. On en vient à présent à la grève à la Colas. Au lendemain de la visite d'une délégation du syndicat CGT Métallurgie, le mouvement est depuis au point mort. Néanmoins, Salim Naouda revient avec de bonnes nouvelles et de nouveaux soutiens de poids. La direction se dit prête à reprendre les négociations si toutefois l'ensemble des syndicats prennent part aux discussions. Une condition refusée en bloc par la CGT. Le syndicat estime faire front seul depuis le début du mouvement. Reportage de Pierre Bellucci et Jérôme Comont. La délégation CGT Métallurgie venue tout droit de Métropole est repartie ce matin pour la Réunion après 24 heures passées à Mayotte. Hier, une rencontre a pu avoir lieu avec les grévistes de la Colas qui ont obtenu un précieux soutien. Ils nous ont appris aussi ce que c'est Colas, ce que c'est faire grève et puis aller de l'avant par rapport à nos revendications. C'est l'une des choses qu'ils nous ont bien rappelé là-dessus. Donc là-dessus, ils nous ont dit tout simplement, ils ne nous lâchent pas et puis ils vont essayer de pousser au niveau national, de voir ce qu'ils peuvent faire. Et en attendant, ils ont interpellé M. Jacques Balimine à La Réunion en lui disant tout simplement, écoutez, la situation à Mayotte, ça s'envenime et puis ça s'arrange pas. Et donc il faut qu'on soit tous solidaires derrière les travailleurs ici, Colas Mayotte. Donc de leur retour, ils vont aussi interpeller Jacques Balimine en lui disant tout simplement que voilà, il faut accompagner Salim dans ce combat. Donc il pourrait venir à Mayotte. Et qui pourrait aussi être là à Mayotte dans les jours à venir avec Salim. Donc du coup, on attend beaucoup à ce que CG national nous donne un coup de main. Donc voilà, on en est là. Des coups de main qui tombent à pic. En effet, les tensions sont toujours aussi vives au sein du géant du BTP. Mardi, la police a dû intervenir suite à l'emploi de gaz lacrymogène contre les grévistes. Moi, lorsque je suis venu, on m'a dit qu'il y a les agents ont mis du gaz. Oui. Moi, je crois que c'est la police. Oui. Je suis parti voir la police nous a dit non, c'est pas nous. J'ai vu les agents de sécurité, le gros bras qui sont là. Oui. Ils ont dit que c'est pas nous. Mais il y a une autre agent de sécurité qui était là. Il m'a confirmé que c'est lui qui a mis le gaz. Donc il y a bien eu du gaz qui a été envoyé par la société de sécurité, pas les gros bras qui étaient là, mais la société de sécurité. La société de sécurité qui a mis ce gaz-là. Ouais. Du coup, moi, je lui ai dit tout de suite, moi, je vais te porter plainte. Ouais. Mais comme lui, il a un membre de famille qui travaille à la Colas, ils sont venus me voir. Il m'a dit, s'il vous plaît, si vous portez plainte contre lui, c'est mon frère, là, il va avoir des soucis, il ne faut pas y aller. Moi, je vais discuter avec lui, qu'il ne fait plus ça, ou bien on veut savoir, est-ce que c'est la direction Colas qui leur dit de mettre le gaz, ou bien c'est qui lui a demandé de mettre ce gaz-là. Le directeur régional de la Colas nie l'emploi de ce gaz, tout comme le président de la société UPS Sécurité. Quoi qu'il en soit, la détermination ne faiblit pas du côté des grévistes, qui ont décidé de ne faire aucune concession par rapport à leurs revendications initiales. On est retourné sur la base de 300 €, effectivement, parce que comme on a eu Salim au téléphone, qui nous dit, écoutez, à l'heure actuelle, il faut demander tout simplement que vous soyez traité comme votre homologue rayonné, ce qui est équitable, ce qui sera plus juste, et puis d'aller de l'avant là-dessus. Donc en attendant, nous on l'attend, il va arriver et puis il va nous dire tout simplement la direction à suivre. Salim Naouda est attendu à Mayotte dès la semaine prochaine. D'ici là, la grève devrait se poursuivre et entrer ce lundi dans sa 10e semaine. Autre titre ce soir, le retour dans le département de Mansour Kamardine. Moins de 3 semaines après son élection, le député de la seconde circonscription s'exprime. Ce jeudi, une rencontre était organisée avec ses partisans au sein de l'hémicycle Bamana. Le parlementaire est revenu notamment sur son grand retour au Palais Bourbon 10 ans après, mais également sur les grandes priorités de son mandat. Et s'il ne fait pas partie du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, le député compte bien faire entendre la voix des Mahorais dans les plus hautes instances de l'État. Le point avec Pierre Bellucci. Après un premier mandat entre 2002 et 2007, Mansour Kamardine est de retour à l'Assemblée nationale. Lundi, il a participé au congrès convoqué par le président de la République au château de Versailles. Le lendemain, il a suivi le discours de politique générale du Premier ministre et a même exprimé sa confiance au gouvernement. Un vote en son âme et conscience, à l'heure où son parti se divise face au mouvement La République en marche. Non, déjà, nous n'avons pas un parti qui est divisé. Nous avons un groupe politique qu'on appelle les Républicains. Ce groupe
a décidé, il n'est pas si divisé que ça. Il y a eu, lorsque nous avons évoqué la perspective de la déclaration générale du Premier ministre, il était convenu qu'effectivement on pouvait s'abstenir, on pouvait voter contre. Je crois, et c'est ce qui a été fait, puisque y compris le président du groupe s'est abstenu, alors que 28 de nos collègues ont voté contre. Mais peut-être que vous faites allusion à ce qu'on appelle les constructifs, les républicains constructifs. Ça, là aussi, je crois, c'est beaucoup plus une question de guerre des chefs. On verra ce que ça donnera à la longue. Ce que j'observe tout simplement, c'est que dans ce groupe, au sein de ce groupe, vous avez des élus républicains qui n'ont pas voté la confiance au gouvernement, par exemple. Quoi qu'il en soit, Édouard Philippe a obtenu le vote de confiance et va donc pouvoir se mettre au travail. Il a d'ailleurs invité les élus ultramarins à en faire de même lors des grandes assises de l'outre-mer qui auront lieu prochainement. Le gouvernement nous offre l'occasion de nous exprimer dans le cadre des assises de l'outre-mer. Je souhaite simplement que tous les élus, nous nous retrouvions, conseillers parlementaires, conseillers départementaux, maires, peut-être conseillers municipaux, que nous retrouvions, que chacun vienne donner son point de vue. Puis une fois que nous aurons arrêté notre position commune, que je le souhaite, et unanime, et à ce moment-là, les conseillers municipaux puissent prendre position officiellement dans le cadre des délibérations. Et dans tout ça, au final, je l'espère, que le gouvernement acceptera. En tout cas, ce sera l'une des propositions que je souhaite faire auprès des autres élus, de proposer à ce que le gouvernement accepte de signer une convention spécifique de développement et de rattrapage de façon à doter Mayotte des équipements dont la jeunesse a besoin, par exemple, mais aussi des infrastructures qui participent au développement de ce territoire. Le député du parti Les Républicains souhaite que les élus du département travaillent de concert afin d'être entendus par le gouvernement. À ce titre, il accepte la main tendue par Ramlati Ali et n'a pas manqué de la féliciter pour son poste de secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Ramlati Ali n'avait pas besoin de me tendre la main. Je l'ai dit depuis toujours, dès le soir de l'élection. Ramlati Ali n'a pas voté pour moi, je n'ai pas voté pour elle. Ce sont les Maorais qui nous ont choisis et les Maorais nous imposent de travailler ensemble. Je crois que les choses se passeront ici. Il faut que les élus, il n'y a que Ramlati et moi, il y a aussi tous les autres. Donc il n'y a pas à focaliser sur Ramlati. Je suis tout à fait heureux qu'elle soit secrétaire à l'Assemblée, qu'elle puisse s'épanouir là. Mais d'autres sont passés aussi avant, ils ont eu des premières partout parce que nous sommes en réalité très en retard et à chaque évolution, on peut être premier quelque part. Je note, j'ai été le premier à rapporter un texte, à présider une commission. Tani est venu au Sénat, il a fait plusieurs rapports, plusieurs propositions. Ramlati vient et là, elle est secrétaire de l'Assemblée, c'est une excellente chose. On peut espérer qu'à l'avenir, on sera aussi des présidents, des vice-présidents, puis aussi des ministres. Vous savez, Mayotte a encore un champ d'évolution et donc tout est ouvert. En effet, l'île au Lagon a besoin d'hommes et de femmes politiques à même de porter haut les doléances mahoraises. Et pour commenter ce retour du député de la seconde circonscription de Mayotte, Pierre Bellucci, rédacteur en chef de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Alors Pierre, on l'a entendu dans ce reportage, Massour, il a un discours de rassemblement, un discours d'unité même. Oui, complètement, il a un discours d'unité, et puis aussi, ça va dans le sens de ce qu'il a voté. Il a voté le vote de confiance au gouvernement, lui, le républicain, lui qui ne fait pas partie des républicains constructifs. Alors, il l'a expliqué, effectivement, chez les constructifs, il y en a qui ont voté contre, donc c'est un peu le branle-bas de combat au niveau de son parti. En tout cas, il a voté en son âme et conscience. Il est dans la construction, pour le coup. Il veut aussi rassembler l'ensemble des élus du département pour faire avancer Mayotte. Et effectivement, on le rejoint, puisque c'est le seul moyen de faire entendre la voix de Mayotte. On l'a vu lors du toilettage institutionnel où beaucoup d'élus se sont réunis, il y a eu une motion, elle a été portée à Paris et puis effectivement ça a fait bouger le gouvernement. Donc effectivement c'est le seul moyen aujourd'hui de faire entendre la voix de Mayotte, donc c'est important. Maintenant il y a quand même quelque chose d'important je crois à relever, c'est qu'il ne remet pas en cause l'élection de Ramlati Ali, il ne veut pas entrer dans ce genre de jeu. Voilà, il explique qu'elle a été élue, en tout cas à l'heure actuelle, et il a raison, puisqu'à l'heure actuelle, et jusqu'à preuve du contraire, elle est la députée de la première circonscription de Mayotte. Donc il va être amené à travailler avec elle, puisque là le travail a déjà débuté. Voilà, c'est un discours quand même très positif sur ce point-là, et je crois qu'il fallait le relever. Alors juste dernière question, Pierre, faire entendre la voix de Mayotte, est-ce que c'est simple dans l'opposition? Parce qu'il y a deux groupes de républicains au sein de l'Assemblée nationale. Lui a décidé de ne pas être aux côtés des constructifs.
Oui, mais comme on disait, il a voté, il a tout de même voté le vote de... Tout à fait, il a voté le vote de confiance. Et puis Ramlati Ali, s'il est amené à travailler avec elle, pour le coup, elle est à la fois dans le groupe majoritaire, mais aussi elle est secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Donc c'est pas rien comme poste, donc c'est un poste quand même important. Ça prouve qu'elle a du crédit aussi auprès de la République en marche, pardon. Donc voilà, donc je pense que non, s'il y a un vrai travail qui est mené en commun, quelles que soient les divergences politiques, je pense que les problématiques à Mayotte, et on l'a vu lors de cette campagne des législatives, on les connaît, elles sont connues. Les moyens effectivement pour réussir à régler les problèmes sont différents d'un parti à l'autre, mais quelque part finalement les problématiques elles sont là, et le travail il peut être fait en commun, puisqu'on a vu qu'il y avait finalement pas tant de divergences que ça. Je pense notamment lors du débat entre Bouanaheri et Mansour Kamerdine, on a bien vu qu'ils se rejoignaient sur la plupart des grandes problématiques. Maintenant, un dernier mot, Sony, avant de vous quitter, sur ces assises des Outre-mer. Demain, il y aura une conférence de presse qui sera donnée par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Elle va nous en dire plus sur ces assises. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Les dates aussi, puisqu'elles ne sont pas encore connues. Mais effectivement, ça sera un moment très très important pour Mayotte, mais aussi pour l'ensemble des territoires ultramarins, puisqu'il va s'agir d'un peu réfléchir à l'avenir de ces territoires. On sait le retard que connaissent la plupart de ces territoires, notamment Mayotte ou encore la Guyane. Donc ça va être un moment très important. On va suivre ça de très très près. Merci Pierre Bellucci pour votre analyse. 19h15 sur KTV, merci d'être avec nous. Séance de randonnée en fin d'édition. Nos équipes sont parties en tournée dans les sentiers de l'île. Mais avant, état des lieux du reste de l'actualité. En bref, avec Pierre Bellucci justement. Samedi dernier, les violences ont à nouveau frappé au sein du collège de Passamenti. Depuis, le personnel s'est fendu d'un communiqué dénonçant des travaux de sécurisation qui ont bien débuté, mais se sont arrêtés subitement. Face aux accusations d'engagement non tenu, le vice-rectorat a souhaité réagir en ces termes, je cite, « Les travaux ont débuté le 21 juin et n'ont pas été interrompus le jour de la levée du droit de retrait. Ils ont été suspendus par l'entreprise du fait de la panne d'une machine, ce qui n'a rien à voir avec une quelconque volonté machiavélique. » Une réponse qui aura fait réagir la FSU. Le syndicat affirme que cet événement décrédibilise les engagements pris par le vice-rectorat. Avant de conclure, je cite, « Après les violences au collège de Mtsangamouji, au lycée de Chirongi, au collège de Tsimkoura, le moins que l'on puisse dire est qu'il ne faut pas manquer d'audace pour affirmer que le climat scolaire est bon. » Le top 500 2017 des entreprises de la Réunion, Maurice, Madagascar et Mayotte vient de paraître dans l'Écho Austral. Pour l'année financière 2015-2016, le groupe Bernard Ayot se classe en tête avec 980 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il est suivi du groupe Vindemia et du groupe mauricien IBL. En ce qui concerne Mayotte, la première entreprise représentée ne se classe qu'à la 47e position, mais avec 5 places de gagné. Il s'agit du groupe de grande distribution Sodifram, qui affiche un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros, identique à celui du groupe Total Mayotte, qui se classe juste derrière. Le DM est en 54e position, avec plus de 139 millions d'euros de chiffre d'affaires. La Somaco n'arrive elle qu'en 151e position, devant la Sogea 163e, Kananga 167e, ou encore ETPC en 187e position. Sans surprise au regard du contexte économique local, les entreprises du département sont très loin des premières places et restent sous-représentées à l'échelle régionale. L'État poursuit la modernisation de ses services. Depuis le début de l'année 2017, les démarches liées aux titres réglementaires peuvent se faire via Internet. C'est le cas pour la carte d'identité, le passeport et maintenant la carte grise. Les mairies ont d'ores et déjà mis en place les nouvelles procédures relatives à la délivrance de la carte d'identité et des passeports. Il s'agit à présent de rénover les démarches liées au permis de conduire et au certificat d'immatriculation. Des téléprocédures sont disponibles sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés à l'adresse www.ants.gouv.fr qui propose dès aujourd'hui le renouvellement en ligne de la carte grise en cas de perte, de vol ou de détérioration. La demande de duplicata ne nécessite donc plus de déplacement en préfecture. Une simple connexion Internet suffit pour réaliser cette procédure en ligne. De quoi désengorger les services de l'État et permettre aux usagers de gagner un temps précieux. Place aux invités de la rédaction. Ce soir, nous recevons l'association Unania avec ses membres, El Henrif Kamitou d'Ibéry, l'animateur de l'association, et Saïndou Malid, secrétaire général. Bonsoir, messieurs. Bonsoir.
Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre association organise à partir du 11 juillet un grand camp de vacances, un stage de vacances. Comment ça va se passer? Dites-nous un peu. Donc, notre association, ce sont des parents qui ont décidé de se regrouper pour s'engager à offrir une éducation de qualité à leurs enfants par le sport. Donc, on a la semaine du 10 au 16, le thème sera le sport et la linguistique. Nous aurons 7 éducateurs sportifs et puis des enseignants. Donc, il y aura M. Berry et des autres. Et puis, il y aura aussi la journée du 11 qui est une journée un peu particulière parce que c'est la journée de l'Europe. Ouais. Donc, on a décidé de prendre part à cette journée de l'Europe. Donc, nous avons commencé depuis hier à travailler sur ce domaine-là. On a regroupé des enfants pour leur apprendre pourquoi l'Europe, qui a créé cette Europe. Et puis, le 11 là, les enfants iront alors, à cette occasion, il y a une lecture qui sera réalisée par les enfants de la déclaration de Robert Schuman. Hein. Donc, oui, donc on donne rendez-vous le 11 aux parents à la place de la République. Et puis il y aura 5 enfants qui sont choisis parmi eux, et puis alors c'est une déclaration qui sera récitée dans toutes les langues, allemand, maoré, français. Il y a le maoré, l'anglais, l'espagnol et puis l'allemand également. Ouais. Alors, je me retourne vers vous, Berry. Vous êtes animateur au sein de cette association. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet? Ce qui m'a intéressé dans ce projet, et déjà bonsoir à tout le monde, ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est que, en fait, étant jeune du quartier, étant jeune de Mtsapéré, et nous, on n'a pas eu cette chance-là d'être, accompagné et d'être, avoir une offre aussi de qualité comme celle-là. Donc, j'ai eu aussi la chance d'être encadré par des grandes personnes, des grands frères. Donc, c'était l'occasion pour moi de donner ce qu'on m'a donné. Donc, je suis aussi amoureux du sport et vu que l'association, c'est l'éducation par le sport, donc je me retrouve aussi dedans. Je suis aussi enseignant, donc voilà. Donc, quel est le but justement de ce projet, de cette opération? Transmettre quelle valeur? Nous, on a considéré, comment nous les parents, on a considéré que il manque des activités pendant les vacances. Et puis après, et puis on a des découvertes et on a décidé de mettre en place ce projet-là parce que c'est l'initiative de M. Zaïdou Tavanay qui a initié ce projet-là. Donc il nous a dit, écoutez, pourquoi ne pas regrouper les parents pour offrir une éducation à leurs enfants. Et on dit on y va. Et puis on est parti, on a essayé une fois au mois de mai et puis on a fait le bilan. Et puis les parents ont dit bon, et les parents qui étaient là au mois de mai ont dit écoutez, on y va. Et puis on est prêt à vous accompagner et puis à demander à offrir leur temps libre pour nous accompagner. Ça a été simple d'impliquer justement les parents dans ce projet, dans cette opération? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une demande, il suffit il manque l'offre. Et comme on a donné l'offre, on a proposé l'offre, donc les parents se sont très vite... et puis là, ils sont nombreux et même on était obligé de refuser certaines inscriptions parce que il y a beaucoup de monde qui veulent s'inscrire, leurs enfants, mais on ne peut pas accueillir tout le monde parce qu'on est limité par le nombre.
38 enfants sont attendus justement pour cette semaine. Berry, El Arif Kamitou, tirer l'enfant vers l'excellence scolaire et sociale, c'est l'objectif de l'association, par le sport notamment. Vous, que comptez-vous leur transmettre par le biais du sport? Par le biais du sport, comme tu l'as dit, et tout à l'heure on parlait des valeurs. Pour moi, étant sportif, le sport est un moyen de transmettre à nos jeunes des valeurs de la citoyenneté. On parle des valeurs de la citoyenneté, le savoir-vivre, le vivre ensemble, l'épanouissement de soi, mais aussi le respect des règles, et savoir aussi perdre aussi. Donc c'est des choses qui manquent dans nos vies de tous les jours. Et donc je pense que c'était primordial qu'on puisse mettre en place cela. Alors les disciplines proposées, ce sera je vais juste en parler au niveau du programme. Ouais. Les disciplines proposées, c'est le football, le karaté. Il y a aussi une séance d'anglais notamment. Une séance d'anglais, parce que c'est des cours soutenus aussi. Une séance d'anglais, éveil islamique, mais aussi une séance éducative sur la littérature et l'écriture et la lecture de la poésie. Alors pour cette année, pourquoi avoir fait le choix, pour cette période plutôt, de 2 disciplines sportives? Pourquoi le karaté et le foot? Parce que c'est là où on a des spécialistes ici à Mayotte. Parce que nous, on souhaitait offrir quelque chose de qualité. Donc, c'est pourquoi on a choisi les meilleurs éducateurs en foot à Mayotte. Et vous savez qu'il y aura M. Berry qui sera le directeur de ce projet durant la période du 10 au 16, parce que chaque période, il y a un directeur. Donc, pour la période du 10 au 16, c'est M. Berry qui sera le directeur. C'est lui qui va chapeauter toute l'organisation dans le cadre sportif. Mais il y a aussi les professeurs. Il y a Madame Nagaina et Madame Lena, qui sont 2 professeurs d'anglais. Et je profite ici pour le remercier, parce que vous savez que c'est quelque chose de bénévolat. Il n'y a pas d'argent, mais ils sont venus. Nagaina était venu pour la première édition, et puis là il a décidé de nous accompagner. Il n'est pas parti en vacances, mais il est resté ici pour nous accompagner. Donc je tiens à le remercier, mais aussi à Madame Lena. Donc ce projet-là nous a permis d'évaluer, et puis comme a dit Berry, c'est mettre l'accent sur la qualité, et puis l'anglais. Nous avons choisi l'anglais comme matière parce que c'est la période. Notre objectif, c'est de faire comprendre aux enfants l'importance de l'anglais dans le monde, et puis profiter de cette période, la journée du 11, pour que l'anglais soit bien appris ici à Mayotte. Dernière question, messieurs, juste, vous espérez que ces enfants ressortent comment de cette période de stage? En fait, avant de répondre à cette question, vu que tu avais posé la question tout à l'heure, pourquoi on a choisi la discipline du karaté? Oui. C'était juste en fait parce que c'est un honneur de recevoir, parce que dans la semaine du 24 au 30, ce sera cette semaine de karaté. C'est un honneur de recevoir chez nous à Mayotte le maître Georges Hafizou, qui est 6e dan, brevet d'état 2, entraîneur de championne du monde réunionnaise Lucie Ignace. Donc il sera parmi nous, donc c'est une chance de l'avoir, et je pense que nos enfants ils prendront le plaisir d'apprendre le karaté. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Je suis désolé, le temps court. Merci. Alors, juste pour rappeler le programme, ce sera du 11 juillet au 11 août du côté de Cavani. Est-ce que pour la deuxième période de vacances, en août, il y a encore de la place pour les enfants? Oui. Du coup, nous, ça veut dire on inscrit par période. Donc, on attend que la période du 10 au 16 termine, et puis là, on enchaînera avec les inscriptions pour la deuxième période. Ouverture d'inscription à partir de dès qu'on aura fini, je pense que la semaine du 20.
Vinci. L'opération se répétera, dernière question. L'opération se répétera dans les années à venir, vous espérez? On espère parce que nous avons des rêves. C'est d'amener les enfants là dans des compétitions et puis dans des découvertes à l'extérieur. Elle arrive Kamitou? Moi, je tenais juste en fait à remercier parce que c'est une association qui vit par un droit de cotisation. On a fait le choix de ne pas demander de subvention cette année. Et je tenais juste à remercier nos partenaires qui nous soutiennent, la mairie de Mamoudzou, le conseil départemental, la Ligue du football et l'association APCL, mais aussi la Sodifram et la blancherie de Mayotte de Cavani. Oui. Merci, messieurs, pour ces précisions. Merci de nous avoir présenté ce beau projet. Merci d'être passé par ce plateau. Vous ne le savez probablement pas, mais Mayotte est une île qui possède 162 km de sentiers de grande randonnée et thématiques. Il y a peu plus de 10 ans, l'île avait perdu son homologation grande randonnée, label national et de renommée internationale. Depuis le mois de mars dernier, le département a confié l'Office national des forêts et aux naturalistes de Mayotte une étude sur la randonnée au sein du territoire, portant sur les sentiers de grande randonnée et thématiques avec plusieurs objectifs, notamment celle de réhabiliter ces sentiers pour faire évoluer le tourisme et créer des retombées socio-économiques. Adèle Laurent. Les discussions ont été fructueuses ce matin au cinéma Alpaggio. Institutionnels, acteurs de l'aménagement du territoire, acteurs économiques, associations, citoyens, forces de l'ordre ou encore services de secours, tous ont pu apporter leur point de vue concernant la mise en place des sentiers grande randonnée et thématiques sur l'île. La première phase de l'étude est désormais terminée. Celle-ci portait sur les aspects techniques, notamment en termes de sécurité et de travaux à réaliser, mais aussi en termes de modifications éventuelles à apporter au sentier GR historique. Alors le passage sur la route, justement on essaye d'éviter, c'est pour ça qu'on va proposer des modifications. On essaye aussi de modifier les tracés pour rester plutôt sur des propriétés publiques, de façon à éviter les problèmes avec les propriétaires privés, les agriculteurs notamment. Au niveau de la sécurité, il faut qu'on travaille ensuite avec la police et la gendarmerie nationale pour donner un certain nombre de consignes aux promeneurs. Le coût des travaux à réaliser sur le tracé actuel du GR est évalué à 1 million d'euros, qu'il faut sans doute revoir et voir dans quelles conditions on peut réaliser ces travaux, notamment avec les associations d'insertion. Alors le financeur, actuellement, la compétence du tourisme, c'est le département qui va l'avoir. Donc ça sera sans doute un financement département, mais beaucoup aidé par l'Europe à 75%. La prochaine étape, c'est la validation de cette étude et puis la création de la commission départementale des espaces sites et itinéraires qui est de la compétence du département. Sentier Ilang-Ilang, Sentier Bani, Sentier Pazza, Tortue, Baobab ou Équestre. Outre les 13 étapes qui composeront le sentier de grande randonnée, des sentiers thématiques seront également mis en place. Et pour Raïssa Andoum, l'apport peut se faire sur plusieurs niveaux. Ce que nous voulons développer, c'est l'offre touristique, mais pas seulement extérieure, également une offre interne. Parce que dans la pyramide de Maslow, lorsque les besoins de base sont assouvis, il y a la volonté de s'évader, il y a la volonté de développer la culture, les sorties. Et derrière cela, c'est quoi? C'est l'offre d'hébergement qui pourra augmenter, c'est la restauration. Donc ce sont des activités économiques qui vont se développer. Et c'est tous ensemble que nous devons aller dans le sens, en gros, de quoi? Du développement économique du territoire, montrer aux Mahorais que des initiatives qui sont aujourd'hui juste pour eux à titre de loisir peuvent être en réalité être transformées en emplois qui pourront leur permettre de vivre aisément et dignement. Développer l'offre pour améliorer l'économie locale avec l'adhésion de tous les acteurs du territoire, y compris la population. La direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale est également partie prenante de ce projet. Elle a en effet fourni une étude sur l'évolution de la pratique sportive sur l'île depuis 2014, mais aussi sur le regard de la population sur cette pratique. Mais pour l'heure, il reste notamment un obstacle administratif à franchir. En effet, la compétence sport-nature n'est pas encore attribuée au département. Et une modification du code du sport s'impose donc.
Le code du sport, il est établi, il est modifié en fonction des textes, en fonction des nouveautés. Hein. Et puis, il est aussi modifié en fonction de l'évolution des statuts des différentes collectivités et des départements, et notamment en Mayotte, qui est un nouveau département d'outre-mer depuis 2011, qui a donc hérité en l'état du code du sport. Et donc aujourd'hui, la problématique, il n'en est pas une. Hein. Il est de faire modifier effectivement ce code du sport en demandant officiellement par écrit une demande donc du département pour obtenir cette compétence des sports nature, exercer de plein droit cette compétence et ensuite de mettre en place un certain nombre d'actions. Donc on a évoqué le PDIPR, hein, le plan départemental d'itinéraire de randonnée pédestre. On a évoqué la commission départementale des espaces sites itinéraires qui pourrait orchestrer effectivement cette dynamique et qui pourrait surtout dynamiser, on va dire, le territoire d'un point de vue économique, touristique, social, emploi, etc. Prochaine étape, la contribution des communautés de communes, des collectivités, des associations, mais aussi des habitants. Espérons que tout le monde joue le jeu pour que ce projet prometteur ne soit pas comme bien d'autres relégué dans les archives. Ainsi va de l'actualité de ce jeudi 6 juillet. Dans un instant, les temps de parole de la matinale. Demain matin, retrouvez justement le trio du matin à partir de 6h, juste après le journal radio de Pierre Bellucci. Je vous donne rendez-vous à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Excellente soirée à tous et à demain.